Bienvenue sur Ici Beyrouth pour un nouvel épisode de Blessures de guerre. Comment s'écrit l'histoire? Comment l'apprend-on? Au Liban, le manuel scolaire d'histoire s'arrête à l'indépendance de 1943. La guerre de 75 à 90 est occultée et avec elle les violences qui y ont préludé et les violences qui y ont suivi. Pas de consensus autour des événements, donc pas d'histoire officielle ni mémoire. C'est l'équation à laquelle le pouvoir nous avait habitués. Jusqu'à ce qu'un groupe d'historiens et d'enseignants explore, il y a environ 10 ans, une nouvelle manière d'apprendre l'histoire au Liban, l'apprendre sans besoin d'unifier les versions, l'apprendre à travers ces différentes versions, et renforcer ainsi le savoir historique critique de l'élève. Avec nous pour nous en parler, Amin Elias, historien, maître de conférences à l'Université Antonine et l'Université libanaise, et fondateur et président de l'Association libanaise pour l'histoire, ou LAH, impliqué dans cette méthode, cette nouvelle technique d'apprentissage de l'histoire, connue sous le nom de Historical Thinking ou pensée historique. Nous accueillerons pour le second segment de l'émission Fida Malak, coordinatrice d'histoire-géographie à l'école International College, qui sera là avec 2 de ses élèves pour nous apporter des témoignages pratiques de la mise en œuvre de cette technique. Amin Elias, merci d'être avec nous. Merci à vous, Sandra, et merci, je tiens vraiment à te remercier pour nous donner cette chance de partager notre expérience avec le grand public libanais. Monsieur Elias, dites-nous, quelle est cette technique pédagogique de l'apprentissage de l'histoire? Donnez-nous-en les détails, s'il vous plaît. Ça consiste à transformer la matière d'histoire d'un grand récit officiel que l'enseignant le présente en classe sous la forme d'un cours magistral et où les étudiants sont entièrement des récepteurs passifs. Alors, transformer cette matière qui est morte en classe en une discipline, en une discipline de savoir. Alors, et cette discipline, à travers cette discipline de savoir, on arrête à faire rapporter les histoires anciennes d'une génération à des nouvelles générations. Et à la place de cela, nous sommes en train, ou nous souhaitons de développer les compétences et les valeurs, directement les compétences et indirectement les valeurs chez ces étudiants en classe. Alors, il y a une part du cours d'histoire qui est morte, comme vous le dites, oui. Mais également une part qui est incomplète, c'est-à-dire qui est complètement occultée. Oui. L'après 1943, la période la plus sensible pour le Liban. C'est ça. Alors, vous pouvez nous dire comment vous comblez ce vide, parce que votre méthode vise cela, justement. L'approche que nous avons adoptée à l'Association libanaise pour l'histoire, c'est de dire on peut, à travers cette méthode, enseigner tout en classe. À travers cette méthode qui n'est pas une transmission de récits officiels, mais qui va d'une enquête. L'élève en classe, l'étudiant en classe, il est appelé à travers une question, c'est-à-dire pour juste schématiser les choses. Selon la méthode traditionnelle au Liban, l'enseignant il rentre en classe, il tire le livre d'histoire de son cartable et il dit voilà, ouvrez s'il vous plaît la page 50, disons, et aujourd'hui on va parler de l'histoire de l'émir Fakhreddin. Et il met le titre sur le tableau, l'histoire de l'émir Fakhreddin. Et il commence à prononcer son cours magistral. Alors, dans notre approche, l'enseignant, il rentre en classe, bien sûr, mais il a dans son cartable non pas un livre d'histoire qui comporte une grande histoire ou grand récit officiel, mais des divers documents historiques, des vidéos, des images, des graffitis, toute forme de support et de documents historiques, avec un plan d'activité. Et qu'est-ce qu'il met sur le tableau? Il ne met pas le titre de la leçon, mais il met une question d'enquête et il dit aux élèves: aujourd'hui, on va mener une enquête pour découvrir la vérité historique à travers cette question. Donc on rend le cours d'histoire plus dynamique, l'élève plus actif, sans doute. C'est ça. Mais justement, précisément sur le traitement du passé de guerre. Mais c'est ça, c'est à travers cette enquête, c'est-à-dire, par exemple, je vous donne un exemple bien précis. On met sur le tableau cette question qui s'articule sur un concept historique. Le concept historique, ça peut être une causalité, ça peut être la diversité ou le changement. Par exemple, j'ai pensé à une question pour la partager avec vous concernant la guerre. Alors, au lieu de venir et dire, voilà,
l'histoire de la guerre était comme ça, et on ne peut pas le faire malheureusement maintenant dans les écoles. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on met comme question sur le tableau? Qui sont les victimes de la guerre civile au Liban entre 1975 et 1990? Allez-y, cherchez dans les documents qui sont les victimes de la guerre. Ce sont peut-être les combattants, c'est la femme, ce sont les enfants, les familles déchirées, les gens qui ont quitté ou qui ont été forcés à quitter leur maison, l'école, l'État en tel, l'administration officielle, etc. Alors, ils cherchent les victimes de la guerre. Justement, on va voir plus de témoignages concrets avec Fida, mais Oui. avec vous, pour couvrir l'aspect un peu théorique, une telle question peut amener plusieurs réponses. Qu'est-ce Mais que c'est vous ça. faites de la diversité des réponses? Mais c'est ça, déjà, quand on pose la question comment la guerre a changé la vie des Libanais, par exemple, on parle des Libanais, on parle de la diversité des Libanais, on parle des familles, on parle des gens du Sud, des gens du Nord, on parle des familles, on parle des soldats, on parle des enseignants. Donc, vous ne cherchez pas à unifier le récit. Pas du tout, pas du tout. Donc, parce ce que- mythe... Oh, oui, dites. etc. Vous l'avez déjà dit, Sandra, c'est un mythe. L'histoire unifiée, ça relève de la mythologie et non pas, elle n'est pas historique. L'idée d'une histoire unifiée n'est pas historique en telle. L'idée d'une histoire unifiée, ça relève de la mythologie. Et nous avons au Liban, chaque communauté, chaque groupe sociétal au Liban, il a sa propre mythologie. Les Maronites, ils ont leur propre mythologie, les Sunnites, ils ont leur propre mythologie. On a les mythologies, mais ce n'est pas historique. En classe, nous sommes invités à enseigner l'histoire en telle. Il viendra un Oui. moment où il va falloir qu'on s'entende sur un contrat social pour pouvoir fonder les assises de ce pays, créer Oui. enfin, ce Excellent. contrat social. Où est-ce qu'on le trouve s'il n'y a pas une histoire commune? Bien sûr, chacun de nous, il a sa propre histoire ou sa propre mythologie. Dans cette propre histoire ou cette propre mythologie, il y a bien sûr des dénominateurs communs, mais il y a aussi les spécificités de chaque région libanaise, de chaque communauté libanaise, de chaque confession libanaise. Alors, il faut reconnaître ces deux faits. Il y a les dénominateurs communs qui peuvent être enseignés selon cette approche. Quand, par exemple, on dit comment la guerre a changé la vie des Libanais. Mais déjà, quand les enfants dans la partie est ou ouest de Beyrouth, ils ont été forcés à quitter leur maison. Mais c'est une histoire commune, n'est-ce pas? Quand il y a des familles qui ont été... Il y avait des familles sunnites, des familles chiites, des familles maronites, des familles du Nord, des familles du Sud, des familles du Mont-Liban qui ont été déchirées. C'est une histoire commune. Alors, vous voyez, on fait cela et à travers cette approche, nous sommes en train d'inculquer, je ne sais pas si on peut dire inculquer, mais nous sommes en train d'enraciner dans les esprits de ces étudiants un ensemble de valeurs indirectement et sans le dire. Quand ces étudiants ils travaillent en groupe ensemble, quand ils mettent ensemble un ensemble de documents devant leurs yeux et ils discutent ces documents ensemble, ils comparent les documents, ils croisent les documents, ils analysent les documents, ils tirent des informations historiques de ces documents, ils exposent leur avis et ils s'écoutent les uns les autres. Alors, qu'est-ce que nous sommes en train de faire indirectement? Nous sommes en train de renforcer l'esprit démocratique entre eux. Nous sommes en train de renforcer l'esprit de liberté, le sens ou la pensée critique indépendante et créatrice entre eux. Et ce profil d'étudiant, il est capable, dans une génération, d'élaborer un nouveau contrat social. Vous voyez, ce n'est pas à nous de maintenant imposer un contrat social bien sûr, qui ne sera pas respecté par les Libanais parce que ce n'est pas eux qui ont choisi cela et qui ont forgé cela. C'est à la nouvelle génération de forger un contrat social qui est compatible avec leurs besoins et leurs aspirations. Alors, nous sommes en train de préparer un profil de personne qui est capable de faire cela. Alors, c'est une méthode à laquelle vous formez des enseignants du secteur privé, mais du secteur public Oui. également. Oui. C'est une méthode qui a été incorporée de l'Europe, comme vous Oui, l'avez notamment expliqué. de la Grande-Bretagne, avec des grandes figures, par exemple, comme Arthur Chapman et d'autres. Je n'ai pas tous les noms en Et qu'est-ce qu'il y a dans ma eu tête. comme défi à relever spécifique au Liban? Comment vous avez adapté cette méthode au Liban? Premièrement, la mentalité traditionnelle, bien sûr. C'est-à-dire la mentalité traditionnelle, que ce soit chez les étudiants, chez les parents, chez les enseignants, qui sont l'axe, à mon avis,
avis et selon notre approche à l'association, l'enseignant, il est l'axe de le package qu'on appelle éducation. Alors, bien sûr, les administrations des écoles, bien sûr, les décideurs politiques, alors tout cela. Il y a eu beaucoup de défis, mais on s'est dit, notre mission à ce moment, c'est pas d'aller vers les décideurs politiques et leur demander, par exemple, un nouvel cursus. Ça va être très non productif, disons. Alors, on s'est orienté vers les enseignants parce que, comme je l'ai dit, ils sont l'axe de toute cette opération. Et on a commencé avec ces enseignants, et on le fait, c'est l'une des activités les plus prioritaires à l'association, c'est faire du training pour renforcer cette approche de la pensée historique chez les enseignants. Parce que si l'enseignant, il n'est pas capable, il n'a pas renforcé ses compétences en tant qu'enseignant qui peut promouvoir chez les étudiants la pensée historique, il ne sera pas capable de le faire en classe. Et vous êtes en passe d'introduire cette méthode dans le cursus officiel, puisque vous avez signé un accord de principe avec le Centre de recherche et de développement pédagogique affilié au ministère de l'Éducation. Pour être précis, on a déjà signé la convention avec le CRDP, mais on n'a pas introduit cela dans le cursus, parce que ce n'est pas notre compétence. Mais on essaye, à travers cette coopération avec le CRDP qui est censé de mettre espérons qu'on va avoir des nouvelles cursus pour toutes les matières et notamment pour la matière d'histoire qui n'a pas un nouveau cursus depuis 1968. Alors on espère transmettre au CRDP, avec la coopération du CRDP, à transmettre ces méthodes et cette approche et cette philosophie, moi je le dis, pour le CRDP et à travers le CRDP vers un souhaitable cursus d'histoire. Espérons. En tout cas, on a un exemple concret à examiner tout de suite avec Fida Malek et ses deux étudiants de l'International College. Amine Elias, merci beaucoup pour vos explications. Je vous invite tout de suite à regarder cette vidéo de l'Association libanaise pour les historiens qui explique un peu l'essentiel et toute l'énergie de cette nouvelle méthode d'apprentissage de l'histoire. Et on retrouve tout de suite après cela Fida Malek et nos deux élèves. تاريخنا هويتنا، تاريخنا هو حاضرنا ومستقبلنا. تاريخنا مسارات وسرديات، خنقنا وخنقتونا. بيقولوا تنذكر لما تنعاد مع كل الحروب اللي قطعت. قولي بعنا لليوم بدون منهج جديد لمادة التاريخ. صار لازم منهج تاريخ جديد بروايات وسرديات متعددة. كتاب تاريخ موحد مش هو الحل. من حقه يكون عنده منهج يجمعنا. لازم ولادنا يعرفوا كيف تتعقد الأمور وتنخرب البلد. التعاون مع الماضي أساسي. من حقي أعرف شو صار الدنيا ميلي لأفهم وجع غيري. بس نتعامل مع الماضي بشكل صريح وواضح بخلينا نتعلم من أخطائه ونعرف كيف نبني السلام بالمستقبل. الأجيال القادمة ما تريد حرب أهلية جديدة. ما قال لي شبابنا يعرفوا شو صار بالماضي. Nous retrouvons donc Fida Malek, coordinatrice d'histoire-géographie à l'International College. Nous retrouvons également deux étudiants qui nous font l'honneur d'être avec nous aujourd'hui, deux étudiants de la classe de 3e, Ibrahim Fayad. Bonjour Ibrahim. Bonjour. Et Ryan Aleili. Bonjour, merci de nous accueillir. Merci à vous d'être des nôtres. Alors, Madame Malek, vous faites l'expérience de l'apprentissage de l'histoire à partir d'un fil conducteur qui est là et auquel vous invitez les élèves à apporter leur contribution. C'est vrai, en fait, le but d'enseigner l'histoire dans ce contexte, c'est de faire sortir l'histoire de sa cave. Parce que surtout ici au Liban, on sent que l'histoire, ça fait, en fait, elle s'est cachée, on l'a cachée dans une cave et elle n'est jamais sortie. Donc, le but, c'est de transformer la mentalité des élèves, de passer de l'histoire en tant qu'une histoire qu'on raconte, à l'histoire qui est une discipline de recherche, une discipline où les élèves peuvent
s'investir, ils peuvent aller plus loin, ils ont le droit de réfléchir, ils ont le droit de créer leur propre histoire. Donc, c'est pas leur propre histoire en dehors du cours historique, mais de voir le contexte, en fait, de voir l'histoire dans un contexte différent. Peut-être ça va attirer leur attention à autre chose. Le côté social, le côté économique, le côté... C'est pas seulement le côté politique, ce qu'on trouve dans les livres Alors, c'est d'histoire. vrai que cette émission est consacrée au travail de mémoire autour de la guerre au Liban, mais vous m'avez dit également qu'il y a des événements historiques que vous avez traités, comme par exemple la crise de 1915 au Liban, la grande famine. Bien sûr. Vous pouvez juste en quelques secondes nous décrire un peu l'exercice que vous avez fait autour de ça? En fait, on a travaillé sur un projet qui a comme but de comparer la crise économique de 1915 à la crise économique durant laquelle on passe maintenant. Donc, en 100 ans, les élèves ont découvert que le Liban a subi 3 crises économiques majeures dans lesquelles il y a eu la dévaluation de la monnaie, il y a eu manque de ressources et ainsi de suite. Donc ils ont vu cela. D'un côté, ils ont fait l'analyse des documents et d'un autre côté, ils ont eu recours à leurs parents qui ont vécu la crise des années 80. Donc, et eux, ils sont en train de vivre la crise actuelle. Donc, c'était une façon de voir, de consulter les documents, ce que la génération précédente avait à nous donner, et puis ce qu'ils sont en train de vivre maintenant. Alors, vous avez un témoignage relatif à cela. Vous pouvez nous en parler un peu, Brahim. Vous avez pu échanger avec vos parents sur la crise de 1980. On les a demandé plusieurs questions. Vous leur avez posé plusieurs questions sur la crise. Est-ce qu'ils vous ont répondu facilement ou bien ça a été compliqué? Non, c'était plutôt facile parce que puisque là maintenant on vit une crise, donc c'était un peu facile pour transmettre le message puisqu'on comprend aussi ce qui se passe pendant une crise économique. Et est-ce que vous aviez eu l'occasion de leur parler ou d'échanger avec eux sur d'autres événements du passé? Oui, on discute toujours de la guerre. Ils me racontent leurs histoires et ce qui se passait durant la guerre, durant toutes les phases de la guerre. Ah, vous le faites en tout cas facilement avec Oui. vos parents, donc vous devez avoir des parents assez modernes, progressistes, je suppose, parce que ce n'est pas toujours le cas. Il y a un barrage intergénérationnel dont pâtit le pays. Je vois ça chez moi en classe. Donc l'échange qu'ils ont avec leurs parents, je le vois chez moi en classe. Mais donc votre cours aide à lever les barrages? En fait, oui, exactement. Le but, c'est de dépasser, de franchir les barrières de l'histoire écrite dans le livre et d'aller plus loin. Donc, j'ai toujours la discussion qui se passe en classe en se basant sur des données, parfois des chansons, parfois de la poésie. On prend par exemple Elie Aboumadi quand on fait les effets de la Première Guerre mondiale sur l'Orient. C'est quelque chose qu'on ne fait pas normalement en classe. Par exemple, on a travaillé depuis quelques semaines, on a travaillé la chanson de Ziad El-Rahbain et Ismaïa Rida. Oui. Ryan l'a proposé pour voir la crise, les effets de la crise. On travaille aussi sur plusieurs aspects. Donc, quand ils viennent avec ce que leurs parents ont raconté à propos de la guerre ou bien à propos de ce qui se passe actuellement et tout, en fait, c'est apprécié en classe parce que ça fait partie de la mémoire, ça fait partie du témoignage d'une phase historique. Alors, Ryan, pourquoi avoir proposé cette chanson? Donc déjà, c'est une chanson qui, je pense, raconte d'une manière bien plus ludique ce qui s'est passé pendant la crise économique des années 80. Donc au lieu de prendre toujours à chaque fois le livre et plutôt d'apprendre par cœur, c'est mieux parfois de changer les méthodes cette chanson était une méthode pour transmettre aux enfants un message qui est d'une manière qu'on comprend parce que la plupart des enfants maintenant, ils aiment la musique. Donc c'est un moyen pour qu'ils comprennent mieux les conséquences de la crise économique sur les gens eux-mêmes, sur le peuple. Et est-ce que tu échanges avec tes parents avec la même facilité que Ibrahim a, par exemple? Oui, comme Brahim, mes parents, ils sont assez ouverts d'esprit, ce n'est pas vraiment un tabou chez eux. Je peux, surtout avec mon père, on parle surtout, il m'explique les conséquences de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre, pendant
la guerre civile au Liban, ce qui s'est passé, les conséquences. Et donc, j'aime bien quand ils me parlent de ça parce que je trouve ça intéressant, je trouve que ça c'est important de voir ce qui s'est passé dans notre pays pour mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a comme événement, par exemple, que tu retiens? Des événements que je retiens. Est-ce qu'il y a un événement qui t'a choqué, par exemple, que tu as trouvé peut-être En général, difficile? l'histoire des guerres civiles au Liban, toutes les guerres au Liban, je trouve que c'est choquant comment elles commencent par exemple, la plupart sont des guerres qui sont assez étranges. Je trouve que c'est choquant pour moi de voir comment elles commencent toutes. Par exemple, que c'est une haine entre des communautés. Je trouve ça bizarre que ça vient des gens par exemple, entrent dans un même pays, que les gens sont capables de faire tout ça, d'être haineux envers à ce point. Tu as posé la question à ton enseignante ou à tes parents? Oui, beaucoup. Heureusement, notre prof, elle est assez ouverte d'esprit. On peut aussi parler avec beaucoup des conséquences de la guerre civile au Liban. Donc, c'est aussi un très bon moyen de s'instruire et de voir différents points de vue de gens qui ont vécu. Parce que là, on prend des témoignages de gens qui ont vécu la guerre civile au Liban. Donc, on voit comment chacun, il la voit et il peut la raconter. Donc, est-ce que tu as pu comprendre déjà la source de la haine au Liban? Tu as pu avoir des réponses ou bien c'est toujours une question en suspens? On peut avoir quelques réponses, mais elles ne sont pas toutes les mêmes. Ça veut dire que, par exemple, on peut comprendre, si quelque chose que j'ai compris, c'est qu'au Liban, les communautés, elles ont accepté de vivre ensemble, mais pas de créer un pays. Donc, il y a toujours de la haine. Les gens, quand ils pensent au bien du pays, ils pensent surtout au bien de leur communauté et pas au bien du pays en général. Donc, oui, bien sûr, j'ai réussi à comprendre quelques fois, parfois, mais ça reste un sujet très tabou et avec plusieurs points de vue. Est-ce que tu as des solutions? Des solutions, pas vraiment. Il faut surtout savoir, il faut surtout comprendre ce qui s'est passé. Il faut que les gens puissent comprendre que c'est un sujet qui doit être traité, qui ne doit pas rester caché et qu'on doit ranger quelque part et dire que ça, on ne doit pas en parler parce que c'est un sujet tabou, c'est de la haine. Il faut pouvoir casser cette barrière et en parler pour ensuite surmonter cette haine que beaucoup de Libanais, ils ont encore. Alors, tu m'as dit que tu as pu parler à plusieurs acteurs de la guerre, Oui. des combattants. Vous avez pu parler à des combattants. Tu peux me donner des exemples concrets, s'il te plaît? Donc, tu as parlé à quelqu'un qui a fait la guerre, qui a combattu? Non, je ne pense pas vraiment. Mais Non. j'ai vu, par exemple, mon grand-père qui a dû, lui, donc mon grand-père du côté de ma mère, ils ont dû voyager à Chypre. À cause de la guerre, ils ont dû la laisser. Ils ont dû laisser le Liban et partir parce que c'était trop dangereux. Et est-ce qu'il y a des images violentes que qu'on a pu te transmettre ou pas Des vraiment? images violentes? Non, pas vraiment. Donc ça reste protégé quelque part peut-être, n'est-ce pas, cette transmission du En fait, récit? j'ai l'impression que nous, en tant qu'êtres humains, on cache ce qui est très émouvant ou bien ce qui est dur dur à reprendre ou bien à revivre. Donc, ce qu'on transmet, c'est plutôt les moments où on a joué ensemble dans les abris, les moments où, en fait, je ne sais pas, il y avait pas assez d'eau, donc on faisait la queue pour acheter du pain, ou bien. Et là, toutes les anecdotes qui se passaient avec nous, c'est ça ce qu'on transmet à la nouvelle génération. Mais pratiquement sous un contexte comique, on cache la vérité qui fait mal. En fait, se mettre pendant des heures dans des queues pour acheter du pain ou bien passer toute une nuit, par exemple, à rassembler quelques conteneurs d'eau, ça fait mal. C'est pas quelque chose de facile. Ça, c'est une part d'histoire orale également qui s'incorpore Exactement. à l'écriture. Mais quand même, ça existe, c'est documenté. Ça veut dire, si on reprend les journaux, si on reprend par exemple les magazines, il y a toujours des articles qui ont été rédigés sur ces sujets-là. Et en fait, ils ont découvert cela dans les journaux lorsqu'ils avaient besoin de voir. En fait, ils avaient à rassembler aussi des photos qui remontent à la crise de 1980. Donc, pour montrer quels sont les différents aspects de la crise, est-ce que ça ressemble à notre crise maintenant ou pas? Donc là, ils avaient à consulter les magazines et les journaux et ils ont trouvé. Donc, c'est documenté. Donc, si on veut enseigner la guerre à travers les crises, pas seulement la tradition orale, on peut le faire parce qu'il y a toujours
Sans l'opinion, il y a une description des événements qui se sont passés. Brahim, tu étais curieux de savoir ce qui s'est passé pendant la guerre? Oui, très curieux parce que, à mon avis, ça affecte le pays et maintenant la situation présente ici. Est-ce que tu as pu voir comment ça affecte le pays? Tu as des exemples concrets devant toi? Oui, oui, et moi, à mon avis, c'est surtout dans les relations entre les différentes communautés. Et même si les communautés se sont pardonnées en général, mais ça reste, il reste un peu de haine ou de... Violence? Non, pas de violence, mais... En fait, ce qu'il était en train de me le dire en voiture, en fait, le fait que ça a resté un point de vue. Et c'est toujours l'histoire racontée, l'histoire de la guerre racontée du point de vue de quelqu'un. Ça veut dire il va te raconter ce qu'il a vécu lui-même et non pas la situation générale de la guerre. Donc, si moi j'ai été victime pendant la guerre, ça ne veut pas dire que j'étais la seule victime de cette guerre. Il y avait d'autres qui étaient aussi des victimes. Donc, en fait, il m'a posé cette question juste en route. Et quelle a été votre réponse, justement? En fait, je lui ai donné l'exemple d'un de mes élèves qui un jour m'a dit, mon père a dit que je ne vais jamais pardonner. Et là, je lui ai posé la question, qu'est-ce qui faisait ton père durant la guerre? Il m'a dit, il était un jeune combattant. Alors là, j'ai essayé avec l'élève de voir de lui expliquer que en tant que combattant, ça veut dire c'était quelqu'un qui aussi en train de causer des dégâts de l'autre côté. Ça veut dire certainement il était sous au tango. Donc il y avait les deux fronts. Donc certainement il a causé des dégâts. Et là on a discuté de la situation et en fait à la fin du cours il m'a dit oui peut-être mais je dois lui poser la question encore. Et non, d'un côté il a été convaincu. En fait on a fait une petite recherche sur internet pour montrer que les dégâts ont été presque les mêmes des deux côtés. Et en fait, il m'a dit oui, mais je dois demander à mon père aussi. Et donc, vous guidez les élèves dans la synthèse qu'ils vont se faire de l'histoire, des différents points de vue, en fait. En fait, on les expose à des ressources. C'est pas guider, parce que guider, ça contient opinion. Et on n'influence pas l'opinion. Mais on expose le thème de plusieurs points de vue, de plusieurs perspectives. Et c'est ça le but. C'est de voir que premièrement, on ne discute pas seulement de l'aspect politique parce que l'aspect politique seul, ça nous mène vers le désaccord. On discute plutôt du côté social, économique, du côté la vie des familles, se cacher par exemple dans les couloirs et dans les abris, mais c'était exactement la même expérience ici et là. Donc, et qu'est-ce que vous faites des faits historiques, par exemple des massacres qui ont eu lieu, des combats, etc. Il faut exposer. Ça veut dire, si on parle d'un événement qui était assez dur, là il faut montrer l'événement. Ça dépend de l'âge de l'élève aussi, mais il faut parler de l'événement et aussi il faut aller avant et après l'événement pour voir le contexte général. Pour la vie des gens, le quotidien des gens, c'est très important et c'est quelque chose qu'on laisse tomber dans l'histoire, surtout au Liban. Et vous vous concentrez sur ça, il me semble. Oui, ça c'est important parce que apprendre de l'histoire, tu ne vas pas apprendre des faits politiques. On va apprendre, on ne veut pas recommencer on ne veut pas revivre la même expérience, les mêmes conséquences, le même mal. Donc c'est ça le but. Brahim, qu'est-ce que tu retiens de ce cours? De ce cours, je retiens plusieurs points de vue de différentes personnes et même de notre prof qui nous a raconté quelques histoires. Et c'est bien pour peut-être mettre en commun quelque chose de différents points de vue et ce qui nous aide à mieux comprendre la réalité de la guerre et des différents points de vue qui se forment durant la guerre. Donc tu as certainement envie d'aller plus loin, peut-être d'explorer par toi-même tout... Et je le fais déjà. Oui. Chez moi, j'ai quelques livres sur la guerre
et je fais des recherches en ligne aussi. Et ça m'aide vraiment pour développer mon avis politique et mon avis sur la guerre en général et mon avis sur la situation du Liban maintenant. Qu'autrement, tu n'aurais pas fait sans ce cours? Non, je l'aurais fait parce que j'ai toujours été intéressé par la guerre parce que quand j'étais jeune, mes parents ils n'aimaient pas trop m'exposer à la guerre parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur que je serais traumatisé comme eux. Mais maintenant que je suis grand, c'est plus quelque chose de tabou chez nous. Donc on discute et donc même chez nous, donc on a vraiment, c'est comme une famille politique un peu engagée dans la politique. Donc j'ai toujours eu l'intérêt d'apprendre, de scruter les horizons peut-être. Et tu t'es fait une opinion différente de celle de tes parents ou tu es complètement d'accord avec eux? Non, pas complètement d'accord. Il y a quelque chose qui diffère dans nos avis, mais en général, oui, on a la même opinion. Ryan, qu'est-ce que tu retiens du cours? Bien sûr, le cours, il nous aide d'avoir une pensée plus large sur les événements et les causes et les conséquences de la guerre civile au Liban. Et ça nous permet d'avoir une nouvelle manière de voir et de penser, donc de voir les choses, les conséquences. Surtout aussi quand je parle à mes parents, déjà juste que quand je parle avec Brahim ou mes professeurs, et avec mes parents, je remarque tout de suite qu'il y a vraiment beaucoup de points de vue différents et que pour que la guerre, elle ait fait ça, elle a dû vraiment être dure pour les gens. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a une vérité qui se perd? Il y a beaucoup de versions. Comment tu vas faire pour trouver la bonne version? Finalement, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de bonne version, parce que c'est une guerre. Chacun pense que c'est lui qui a raison ou bien que c'est lui la victime. Mais en vrai, c'est les deux fronts, les deux côtés qui se sont fait du mal et qui sont eux aussi victimes. Alors Fida, une dernière question pour vous. Comment ce cours vous a changé? Pour moi, enseigner l'histoire, premièrement, c'est ma passion, mais pratiquement enseigner l'histoire dans ce contexte, ça m'a donné, ça m'a permis de valoriser, premièrement, les idées de mes élèves, parce que chacun d'eux, il vient d'un background différent, donc ça me permet de voir les différents points de vue. Et d'un autre côté, c'est de mettre ensemble les différentes pièces du puzzle. Ça veut dire, même pour moi, quand j'ai commencé à enseigner l'histoire, c'était le point de vue du livre. Et surtout pour le programme libanais, on a cette histoire-là. Mais avec le temps, avec mes élèves, on a découvert des choses très intéressantes qui peuvent surgir des coulisses du texte qu'on a dans le livre. Donc, on a fait la découverte ensemble. Et est-ce que cela a affecté vos propres souvenirs de la guerre? Est-ce que ces souvenirs se sont incorporés? Votre vécu s'est incorporé? Ça m'a permis un peu de comprendre que j'étais pas la seule à vivre cela. Donc, mes souffrances étaient presque les mêmes chacun a vécu sa propre expérience de la guerre, ses souffrances. Il y a des points communs, mais certainement il y a des points qui diffèrent. Mais quand même, c'est accepter le fait que la guerre, la guerre nous offre des expériences différentes, nous expose différemment au danger, si je peux me permettre. C'est peut-être l'un des enjeux du cours, effectivement. Bien sûr, bien sûr. Je vous remercie pour vos témoignages, à vous trois. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos réseaux sociaux.